Alors, il est le fondateur, le grand patron du média Putsch. Oui, Putsch Média à Paris. Nicolas Vidal, très occupé ces jours-ci à recevoir en entrevue, en duplex, toutes sortes de personnalités politiques et de santé publique et autres françaises. Bonjour, Nicolas Vidal. Bonjour, cher Nick. Alors, vous préparez un déconfinement à géométrie variable en fonction du niveau là, de la pandémie, si on veut, de propagation du virus, selon les régions, des régions classées vertes, d'autres rouges, d'autres jaunes, je crois, si je ne m'abuse. Vous m'expliquerez mieux, sans doute. Et donc, quel est l'état d'esprit des Français? Et d'abord, avant l'état d'esprit, dites-moi un peu comment ça fonctionne. On n'ouvre pas tout d'un coup. Il y a les écoles, il y a les restaurants, il y a le reste. Expliquez-nous un peu comment les choses se présentent chez vous. Bon, c'est nébuleux, cher Nick Payne. En tout cas, c'est variable en fonction de la couleur. Ici, avec vous l'avez dit, les rouges, les régions, départements, rouge, vert, orange. Et puis ensuite, en fait, grosso modo, l'idée, c'est qu'on a envie que les gens aillent bosser. C'est l'idée, finalement, la trame principale du gouvernement, c'est que l'économie est en train de se casser la gueule, passez-moi l'expression un peu triviale. Donc on essaie finalement d'ouvrir les vannes, mais les vannes qui vont amener les gens vers le travail. Par contre, restaurants, cafés, bars et tout ce qu'on appelle le lieu d'aisance par le gouvernement ne sera toujours pas ouvert, ça sera décidé fin mai. Donc vous voyez que on se retrouve là dans une situation aujourd'hui où les gens ne savent pas trop bien comment ça va se passer, c'est-à-dire que les gens qui peuvent faire du télétravail, vous savez, c'est que la classe de gens cadres sup qui peut travailler du télétravail, eux sont appelés à rester chez eux. Par contre, les autres, ceux qui sont manutentionnaires, ceux qui sont caissiers, ceux qui font tourner la France, eux, ils vont retourner au travail sans trop savoir ce qu'il en est et sans trop connaître les risques sanitaires qu'ils pourraient rencontrer dès lundi matin. Et dans ce cas-là aussi, les transports en commun seront ouverts. Donc vous imaginez les polémiques. Vous n'ouvrez pas les bars, les restos et les cafés. Par contre, vous laissez les transports en commun qui pourraient être un vecteur assez important de propagation. Donc vous voyez, Nick, on est quand même entre deux eaux en ce moment. Et puis, il y a une série, une farandole, un festival de polémiques qui saisit le gouvernement, qui frappe le gouvernement, et qui auto-flagelle le gouvernement depuis très longtemps. Et il y a toujours une polémique par jour aujourd'hui, voire deux. Donc tout ça est très très flou. Et pour vous dire, les parents pour venir aux écoles, les parents actuellement sont très partagés sur le fait de remettre leurs enfants à l'école, donc ce lundi matin 11 mai. Parlons-en une seconde des enfants à l'école, Nicolas Vidal. On parle des enfants jusqu'à quel âge, là? On n'ouvre pas les universités ou les lycées. Non. Ni les lycées, les collèges, ni lycées-collèges. Là, ça sera vraiment les petites sections qui vont rentrer. Voilà, donc on va se retrouver sur ces bases-là, les primaires notamment aussi. Donc charge aux maires, parce que l'État se responsabilise des maires, se déresponsabilise et met les maires en avant en disant, voilà, on vous a envoyé un formulaire de 62 pages pour mettre en avant toute une série de mesures pour ouvrir les écoles. Donc, grosso modo, débrouillez-vous avec ça. Donc ça aussi, ça pose un vrai problème, parce qu'imaginez que le maire d'une petite commune qui doit faire face à même des moitiés de classe, doit mettre des marquages au sol, doit espacer les tables, doit espacer les chaises, doit avoir du personnel qui va être là pour les accueillir, des professeurs. Donc tout ça est absolument nébuleux actuellement. Et l'idée même, c'est que le gouvernement n'arrive pas à dire que l'ouverture des écoles, c'est pour que les parents, c'est-à-dire que les enfants qui ne sont pas en âge de pouvoir se garder tout seuls, puissent être amenés à l'école, pour que les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se remettre au boulot. Avez-vous... alors vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme de scepticisme. Les Français ne sont pas convaincus du bien fondé du déconfinement à ce moment-ci, en majorité. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, les Français, les Français surtout, c'est qu'ils ont perdu vraiment profondément confiance dans la parole publique. Aujourd'hui, il y a trop de polémiques de la part de l'exécutif, même de mensonges, il faut le dire, sur les masques notamment. Et les Français n'ont plus du tout confiance à la parole de l'exécutif, qui se démène comme il peut pour essayer d'aplanir tout ça, mais ça va être très compliqué. Deux petites affaires, Nick, pour que vous compreniez mieux. On a su dans le Canard enchaîné, vous savez, c'est le grand journal satirique ici en France, que, par exemple, l'ambassadeur de France en Chine aurait averti Emmanuel Macron depuis le 27 décembre dernier. Il a averti Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian sur la dangerosité du virus. Et apparemment, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian n'avaient pas prêté cas. Deuxième révélation aujourd'hui, ça vient de tomber, un attaché parlementaire d'Olivier Véran. Olivier Véran, c'est le ministre de la Santé. Donc cet attaché parlementaire, il aurait voulu bénéficier d'une commission d'apporteurs d'affaires lors de l'achat de masques FFP2 en pleine pénurie de protection.
Voilà deux exemples probants qui montrent qu'aujourd'hui, les coups pleuvent de partout sur l'exécutif. Et je ne sais pas si on va en parler, parce qu'il y a quand même une loi d'urgence sanitaire qui a été votée dans la nuit du 5 au 6 mai, qui est extrêmement grave, qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il y a véritablement un recul en France, je le dis, je pèse les mots, les libertés publiques manifestent, et c'est extrêmement inquiétant pour un pays comme la France, même sous couvert d'urgence sanitaire, même pour protéger la population. Il y a quand même aujourd'hui une loi d'urgence sanitaire qui fait 7 articles, qui commence vraiment à poser beaucoup de questions sur des libertés publiques. Là, je parle de liberté publique, donc c'est quand même un pan assez grave, et c'est quand même l'essence de notre France qui est tournée essentiellement vers la liberté des uns et des autres. Donc vous voyez, l'affaire est très complexe ici, et on n'est pas au bout de nos surprises, mais je vais remplacer surprise par peine. Oui. En même temps, vous nous décrivez, Nicolas Vidal, des écueils, des problèmes qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on affronte ici, par exemple, ou ailleurs en Occident. Comment se fait-il? Alors, je pense à la valse hésitation sur les masques et le plus ou moins mensonge là sur le fait de la nécessité, le fait de la nécessité de le porter ou non. Puis ensuite, les confinements, déconfinements, reconfinements, reculades et autres hésitations du genre. C'est pas unique à la France, ça. Comment expliquez-vous que chez vous, vous êtes sans doute, là, à l'heure actuelle, le pays dans lequel on apprécie le moins la gestion de crise du gouvernement? Parce que le mensonge ne passe pas. Ce recul des libertés publiques, effectivement, est très, très, très problématique. Il y a aussi, manifestement, un mépris du peuple. Je pèse mes mots. Quand Sibeth Ndiaye, qui n'est qu'autre que la porte-parole du gouvernement, nous dit il y a 1 mois et demi, il ne faut pas porter des masques. De toute façon, les Français ne sauront pas les mettre. Et puis aujourd'hui, qui nous dit qu'il faut absolument porter des masques, ça va être obligatoire. Même vous allez être amendé. Si lundi matin, vous sortez dans les transports en commun sans masque et sans attestation officielle, vous serez amendé de 135 €. Et si vous recidivez 3 fois, cher ami, vous serez mis en garde à vue et peut-être avec une détention à la clé. Donc vous voyez quand même, on est sur cet ordre-là aujourd'hui d'idées en France, et pour nous, c'est quand même assez inquiétant, que ce soit journaliste, même opposition politique, les médecins également, on peut en parler. Et puis une chose importante aussi, il y a aussi dans les tuyaux, c'était dans les tuyaux, une loi d'amnistie qui pouvait prévoir finalement que nul ne pourrait voir sa responsabilité pénale engagée sur la crise sanitaire. Donc finalement... Parmi les politiques, vous voulez dire Exactement. Alors c'était à l'attention des maires, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le maire qui aurait ouvert son école, il y aurait eu des cas de coronavirus, un cluster, vous savez, ce mot anglophone que vous connaissez bien. Moi, je préfère parler de foyer. Si jamais il y avait eu des maladies graves ou des pires des décès, la famille en question aurait pu se retourner contre le maire. Donc là, le gouvernement a dit, on va faire une espèce de loi d'amnistie, mais ça a été finalement élargi à toute une série de gens, aux fonctionnaires, et donc ça a créé un tollé absolu, parce que finalement, les membres du gouvernement ont voulu, à un moment donné, très certainement, se dire, bon, il faut savoir qu'il y a 65 plaintes aujourd'hui qui sont posées contre certains membres de l'exécutif. 65 plaintes, et des collectifs de médecins aussi qui portent plainte contre le gouvernement. C'est unique, c'est historique. Vous imaginez une partie de la population, une petite partie de la population, qui aujourd'hui se porte plainte contre son propre gouvernement. Il nous reste 2 ou 3 minutes, Nicolas Vidal. Parlons un instant de l'Europe. Prenons un peu de recul. On a l'impression qu'au fil de cette crise, l'Europe a disparu. On entend bien parler de cette espèce de projet de recherche, recovery, discovery et autres qui, boiteux, les pays ne veulent pas tous s'investir à part égale. On a l'impression que les Français sont un peu seuls là-dedans. Il y a un échec ou la démonstration de quelque chose ici, non? Alors rapidement, sur la crise de la gestion, sur la crise purement sanitaire, il n'y a eu aucun travaux de l'Europe. Une image très simple, quand l'Italie était frappée très durement, notamment dans la région de Bergame, nous avons vu effectivement des camions militaires russes traverser l'Italie pour aller aider les Italiens. Donc ça a été une image dévastatrice qu'on a très peu vu dans les médias français d'ailleurs au passage. Mais sur le plan politique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Eurogroupe est en train de vouloir mettre en place un plan de relance de 540 milliards d'euros pour la première tranche. Voilà. Personne ne s'entend, et encore moins les Allemands, sous couvert du paravent des Néerlandais, qui forment finalement cette Europe du Nord, ces pays qui sont préservés, qui vont moins souffrir finalement de la crise, et surtout extrêmement important. Il s'est passé que la Cour de justice de Karlsruhe en Allemagne a signifié à la Commission européenne
que finalement, il y avait un primat des lois allemandes sur la Constitution européenne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne est en train d'affirmer de plus en plus que c'est la loi allemande qui prime sur son sol et que la Commission européenne n'a pas trop son mot à dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Allemands, qu'est-ce qu'ils veulent pas? Ils ne veulent pas mutualiser les dettes, ils ne veulent pas payer pour l'Europe du Sud, les pays du Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. On est en train de voir une Europe qui est en train de se désagréger tous les jours un peu plus, avec des conflits extrêmement durs. Et politiquement, ce qu'on aurait pu voir comme un Italixit ou un Frexit, on peut imaginer aujourd'hui, très sincèrement, Nick-Payne, que l'Europe craque du côté du Rhin par l'Allemagne, qui pourrait, à un moment donné, qui ne veut plus cracher au bassinet, comme on dit vulgairement, et qui veut continuer, parce qu'elle a quand même elle est forte, l'Allemagne, je reviens, c'est la locomotive de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, l'Allemagne, elle est en train finalement de taper du poing sur la table et elle ne veut pas cracher au bassinet, donc elle est en train gentiment de s'écarter de l'Union européenne. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est un champ de ruines, et quand on a vu Ursula von Leyen nous faire des vidéos il y a 1 mois et demi pour nous montrer comment se laver les mains, on peut se poser des questions sur la pertinence de cette espèce de mastodonte froid, un Léviathan apolitique total. Nicolas Vidal, en direct de Paris, directeur patron de Putsch Média. Merci beaucoup de nous avoir communiqué ces informations. On vous souhaite une belle journée à Paris. Il fait beau chez vous? Il pleut aujourd'hui, Nick. Il pleut. Voilà. Bon, consolez-vous, il neigeait ici hier. Allez, continuez. Oui, et bon déconfinement. Et à une prochaine. C'était honneur à vous. Oui, Bonne merci. journée, au revoir. C'était Nicolas Vidal en direct de Paris. Merci à tous.